Anglais. Oui, merci Samantha, merci Olivier. Bon, d'abord, moi, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette réflexion que vous venez. Nous en avons assez souvent parlé, Samantha. Je pense que, en effet, l'éducation aujourd'hui est suffisamment importante. Pardon, oui, je regardais du côté de. Oui, je peux te regarder, mais je ne savais pas que j'étais filmée. Donc voilà, c'était plus poli de regarder là. Voilà. Bon, très bien. Je ne veux pas me regarder moi-même parce que voilà, je n'ai pas forcément. Bien. Alors oui, donc ce que je voulais dire, c'est que l'éducation est suffisamment importante pour nous, pour que nous ayons envie de mettre sur la table toutes les idées. Nous n'avons pas forcément la même approche, la même appréciation des objectifs ou en effet de la façon dont nous pouvons les atteindre. Mais je crois que c'est ce collectif qui nous rend forts et nous avons justement besoin de cette diversité, je pense, pour bien pouvoir avancer. Donc moi, je suis très heureuse de participer à cela, d'autant que il y a une dizaine d'années, j'avais organisé les assises de l'enseignement à l'étranger. On m'avait critiqué, bon, c'était de bonne guerre puisque l'opposition forcément est dans la critique, mais quand elle est constructive, c'est bien. Et j'avais donc organisé ces assises qui avaient débouché sur des propositions, qui avaient débouché sur une mission dont étaient chargés deux parlementaires, auxquels j'avais donné une mission qui n'était pas impossible, mais ils ont travaillé pendant un an et ils ont produit 100 propositions. C'était pour enrayer l'envol des frais de scolarité. Je crois que malheureusement, le sujet continue à être d'actualité, mais il y avait quand même une centaine de propositions qui, aujourd'hui, pourraient finalement être mises en place ou réactivées si on prenait le temps de regarder un petit peu ce qui a été fait, parce que même s'il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans, en même temps, il y a des incontournables qui restent des réalités. Alors, moi, je suis très attachée à ce réseau dans sa diversité. Je pense que, au vu des crises successives qu'il traverse, si nous n'avions pas un réseau tel que nous l'avons créé il y a une trentaine d'années avec cette agence de l'État finalement à la charge, eh bien aujourd'hui, je ne sais pas si les établissements s'en seraient aussi bien sortis que ce qu'ils ont pu faire, parce qu'il y a eu cet élément de solidarité très important qui a été testé, mais qui a fonctionné. Et donc, si nous avions simplement une collection d'établissements scolaires à l'étranger, comme cela est le cas d'autres pays, et dont c'est le choix, parce qu'ils n'étaient pas passés par une agence ils n'avaient pas les mêmes ambitions universelles peut-être que nous aussi, n'ayant pas le même réseau culturel, pas les mêmes réseaux de façon générale. Et donc, je pense que nous avons, et ça serait très mon premier point, vocation à consolider ce réseau dans sa diversité. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et partir de cela, nous avons un noyau dur d'établissements en gestion directe qui finalement apporte cette force qui fait encore aujourd'hui, et ça sera mon deuxième point, d'attirer des familles pour l'excellence de l'enseignement et des résultats. Et là, je m'adresse et je regarde à nouveau quand même une praticienne qui continue à avoir un attachement, et c'est tout à fait normal que je partage aussi, parce que j'ai été praticienne pendant 30 ans dans l'éducation. Euh, cette excellence de l'enseignement, et je crois qu'il faut tout mettre en place par la formation, et c'est pour ça que nous avons soutenu la PPL présentée par Samantha, parce que la création, alors même s'ils existaient déjà, hein, mais enfin bon, la création des instituts régionaux de formation va dans ce sens, de renforcer la qualité pédagogique. Et je crois que c'est vraiment la force de ce que nous avons. Et donc là serait mon deuxième point. Ensuite, pour la formation. Alors, moi, je suis heureuse d'entendre qu'en effet, il faut réfléchir à comment aujourd'hui attirer des jeunes. Alors, où j'aurais un différent avec ce qui est présenté, mais bon, peut-être que c'est simplement une esquisse, c'est que je pense que, et ça sera mon troisième point, qu'il y a un avantage phénoménal à avoir à l'étranger des professeurs exerçant en France avec les dernières techniques pédagogiques, didactiques et ainsi de suite, qui viennent au contact de ceux qui sont à l'étranger. Et ce qu'il faudrait peut-être réfléchir, c'est comment ceux de l'étranger pourraient venir en France, finalement, pour avoir ce transfert, on va dire, de compétences, de connaissances, et ainsi de suite.
Donc moi, je ne serais pas fan spontanément, mais bon, il faut y réfléchir. Hein, je viens juste d'entendre la proposition que je ne connaissais pas. Je ne serais pas fan de dire, ben, on va former ceux qui vont rester à l'étranger. Et puis, bon, je pense que les professeurs venant de France sont un atout majeur dans ce qu'ils apportent à leurs collègues localement. Alors, peut-être que je peux être contredite sur le sujet. Non, juste, mais parce que je ne veux pas faire trop entamer un dialogue, mais simplement pour bien préciser la pensée, c'est en complément. Évidemment, personne ne remet en question la nécessité de maintenir sur ce réseau les 10 000 fonctionnaires, qu'ils soient à la fois titulaires de l'éducation nationale, on va plutôt le dire ainsi, à la fois expatriés, détachés dans les divers statuts que l'on connaît, mais bien puisque si on veut augmenter le nombre d'établissements, mécaniquement, il faudra davantage d'enseignants. Je pense que là, on se rejoint à peu près tous. Donc, il nous faut un vivier. Nous savons que nous avons aussi une crise des vocations qui n'est peut-être pas tout à fait parfois la même à l'étranger en fonction des contextes. Donc, c'est important aussi d'inspirer peut-être certains qui n'ont pas toujours idée à vouloir entrer dans notre réseau. Ça n'empêche que ces personnes-là, si elles sont de nationalité française ou européenne, peuvent passer les concours et à la fois, évidemment, là aussi, faire une partie de leur carrière en France. Et celles qui n'ont pas la nationalité, je parle de ces anciens élèves, hein, la nationalité française, eh bien, effectivement, peuvent aussi évidemment faire leur carrière à l'étranger dans les différents établissements scolaires du monde entier. Je pense que tout ça est un complément. Il n'y a pas de substitution. Il nous faudra toujours plus d'enseignants. Oui, j'avais compris cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que, enfin, j'avais compris cela, peut-être pas correctement d'ailleurs, que créer des vocations à l'étranger, c'est très bien, mais moi, je suis pour cette symbiose et ce lien renforcé entre l'Hexagone et l'étranger, parce que je crois que c'est à ce prix-là, dans une mobilité, où ceux qui peuvent être en effet formés à l'étranger pourraient venir aussi en France et seraient incités à le faire, mais que ça ne serait pas un vivier que l'on crée pour finalement rester sur place. Voilà, mais bon, ça c'est à réfléchir, puisque bon, ce sont des idées qui sont nouvelles. J'ai pas réfléchi, là, je viens de Sachant que le l'entendre. sur place est relatif, puisque le monde entier s'offre à eux. Oui. Oui, bien sûr. Mais enfin, bon, en tout cas, je crois que vous avez compris mon sujet, c'est-à-dire donc cette mobilité, et je ne pensais pas à un remplacement de ceux qui sont là. Enfin, c'est pas du tout ce que j'avais compris. Bon. Après, le dernier point, parce que je ne veux pas être long, nous avons un objectif qui est donc de doubler le nombre des élèves. Et alors, moi, je suis tout à fait d'accord. On aurait pu dire tripler, d'ailleurs, c'était bien aussi. Mais en même temps, on ne peut pas donner un tel objectif sans donner les moyens pour l'atteindre, voire en coupant les moyens à la fois financiers, bon, c'était 2017, c'était voilà, c'est passé, en supprimant des postes, en interdisant de repousser les murs, parce qu'il y a ce blocage depuis 2011 de la capacité d'emprunt. Et puis, bon, maintenant, il n'y a, a plus la nef. Enfin, il y a la nef revisitée, mais qui gère les encours. Enfin, bon, peut-être que notre collègue Olivier est plein d'idées et qu'il arrivera à sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes depuis 6 ans. Mais enfin, moi, je crois qu'il faut faire attention à ne pas simplement faire du chiffre qui peut être au détriment de la qualité. Et par ça, je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons un objectif, l'agence a un objectif qui lui est donné, et il est tout à fait naturel qu'elle essaye de l'atteindre. Mais à quel prix? À quel prix? Parce que moi, je vois des dégâts collatéraux qui n'étaient certainement pas anticipés, parce que l'objectif, comme je le dis, est louable, mais qui se fait au détriment de plein d'autres choses, c'est-à-dire de la consolidation de ce que nous avons. Bon, nous avons la crise sanitaire. Ensuite, il y a eu donc le décret qui est sorti et qui a bouleversé, enfin, parce que voilà, le statut donc des enseignants. Enfin, je veux dire, on passe d'une crise à l'autre. Et heureusement, là aussi, je reviens à ce réseau et cette agence qui absorbe les chocs les uns après les autres. Mais enfin, à un moment, quand même, il va falloir se dire qu'il faut penser peut-être à renforcer l'outil, si on veut qu'il soit un peu plus fort pour avancer. Voilà, donc moi je crois que nous avons vocation, nous, bon, on le fait sans succès chaque année, mais nous sommes
tenace. Donc, nous réitérons nos amendements en connaissant à l'avance bien le sort qu'il aurait consacré, mais de se dire qu'il va falloir quand même réfléchir à donner des moyens humains, financiers. C'est pas que financier, hein, parce que bon, c'est facile de dire on a besoin de plus d'argent. Tout le monde, forcément, peut faire plus avec plus d'argent. Pas simplement ça, mais de voir comment on le dépense, où on le dépense et pour faire quoi. Donc, on a un objectif ambitieux et moi, j'aimerais, vraiment, j'aimerais sincèrement que, eh bien, on se dise oui, on va l'atteindre ensemble. Donc, l'outil que nous avons à disposition, eh bien, on va le renforcer. On commence par ça. Et puis après, autour de cet outil, eh bien, tout un monde peut s'organiser et s'organise aujourd'hui. On le voit. Hein, ça fonctionne, voilà, les homologations. Bon, là aussi, il y a peut-être des choses à dire et on verra dans 5 ans. Mais comment, et je finirai par ça, il ne faut pas avoir une vision court-termiste. Je crois qu'en politique, c'est trop facile. Hein, on veut faire plaisir sur le moment, voilà, on a un objectif. Et je crois qu'il faut vraiment que nous inscrivions. Moi, ce que j'avais fait il y a 10 ans, c'était ça. Et j'aimerais que, peut-être que les réflexes, enfin, là, ce qui est organisé par Samantha, peut peut-être être l'embryon d'une réflexion vraiment collective. Hein. C'est le cas, puisque tout le monde est invité. Et merci pour l'invitation. Mais je crois qu'on a tous une contribution à faire parce que nous avons tous le même objectif, in fine. Hein. Alors, Voilà. merci déjà pour cette intervention. Et si je dois évidemment, peut-être avant de donner la parole à Olivier, simplement rebondir sur le propos et dire que c'est tout à fait l'objet de réflexe de ces moments d'échange, c'est que chacun entende les réalités des autres. Oui, renforcer l'opérateur public, pourquoi pas? On peut tous y penser, évidemment, mais il y a aussi la notion d'optimisation et il y a aussi un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui, le développement, et depuis 15 ans, et tu le sais d'autant plus que tu es engagé en politique depuis très longtemps, il se fait par le partenariat et qu'il est important aussi que les logiques des partenaires, des établissements conventionnés et EGD s'expriment et chacun avec, je dirais, la vision qui est la sienne. Et c'est tout l'objet de réflexe, c'est de ne pas entendre un seul point de vue, mais tous les points de vue pour que nous puissions ensemble concilier les moyens et optimiser surtout ces moyens-là pour faire avancer le réseau. Et merci donc pour ta participation et la vision que tu apportes qui est complémentaire à d'autres.